parce que je vais vous montrer encore aujourd'hui de l'abstraction, la fin, en fait, l'éclosion de cette abstraction. Et pour le dire précisément, puisqu'on est dans les nouveaux langages, abstraction internationale, puisqu'il va y en avoir dans tous les sens et qu'on ne sait pas trop qui est le vrai créateur de l'abstraction. On l'attribue à 4 personnes différentes. On va voir, est-ce que c'est intéressant. Le refus de l'ornement, c'est pas Otto Wagner, il s'est trompé, le mec. C'est Adolf Loos. Ben oui, n'importe quoi. Les arts appliqués modernes, le Bauhaus. Et demain, on va retrouver un génie, Cartès. Après le collage surréaliste, le cinéma, le corps qui danse, le futurisme et les totalitarismes, le 38, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, l'art américain, et le béton, le Corbusier, etc. On est parti. 4 morceaux, commençons toujours un peu en amorce, parce que toujours ces passionnants livres de... Il faut que je remette une petite image. Passionnant livre de Bernard Blisten, qui a beaucoup de défauts, et qui commence ce chapitre sur abstraction en construction en précisant l'art abstrait, on le sait, n'est pas une école. Oui, en fait, il y a plein d'abstraits dans le monde entier, de plein de pays différents, mais finalement, ce n'est pas un mouvement. Et on va le voir dans mon petit résumé de l'abstraction, il y a des abstractions par la couleur, par la vibration, par la géométrie, par l'ondulation, on va dire, quelque chose d'un peu plus lyrique. Et Blisten ajoute, le trait spécifique de l'abstraction, ça fait une deuxième particularité, personne ne s'est concerté pour dire on va faire de l'abstraction. Mon fond d'écran, c'est un Kupka, c'est mon préféré, je vais à peine le suggérer. Deuxièmement, c'est toujours actuel, c'est-à-dire c'est une voie toujours ouverte aujourd'hui. Dès lors, le circonscrire dans une période de l'histoire de l'art donnée alors qu'il domine encore le siècle peut prêter à malentendu. Alors l'art abstrait, dans sa définition la plus simple, à l'encontre des autres mouvements, n'est pas une histoire close. Ça fait réfléchir, c'est qu'il n'y a pas de concertation, il y a plusieurs types d'abstraction, parce que là, entre l'abstraction géométrique de Mondrian et celle de Kandinsky, c'est quand même très très différent. Il n'y a pas de concertation. Et si on fait une définition simple, il s'agit de recherche initiée pour ne pas se soumettre à la restitution des apparences. Donc on voit en effet que l'art abstrait, c'est d'abord aller contre ce qu'on voit. Donc les recherches de Monet en série qui font que petit à petit on travaille sur une œuvre plus une œuvre plus une œuvre. La recherche sur la lumière, en fait, qui lui fait regarder de près et en même temps de loin l'ensemble et travailler de plus en plus fortement cette vibration de la couleur, de la touche. Cette type d'abstraction, c'est ce qui se retrouve dans un des mouvements de l'abstraction. On va dire, c'est bien la question du jour. Est-ce qu'il y a une abstraction? Non. Est-ce qu'elle est concertée? Non. Est-ce qu'elle est voulue, choisie? Est-ce qu'elle a une idéologie commune? Non, 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 non. Et pourtant, elle devient le vocabulaire international de l'art jusqu'à ma troisième partie, l'architecture, qui va prendre ce qu'on appelle le style international, où l'abstraction va être très importante. Plus d'ornements, plus de motifs, le rythme, soit de la couleur pure, soit de la forme pure, puisqu'on pourrait penser, en voyant ce que fait Monet ici, et puis un ancêtre des Macchiaioli italiens qui ont influencé les futuristes italiens. Vibration de la couleur, touche pointillée, énergie de la touche qui fait que l'œil a du mal à se repérer. Futuriste italien, vous vous en souvenez, toujours Bala, que j'aime bien, qui va non seulement travailler la dislocation de la forme, dislocation par la touche pointilliste, c'est pour ça que le pointillisme est finalement une importance beaucoup plus grande que le premier coup de cœur ne pourrait en donner l'impression, mais aussi ce rythme vertical régulier qui fait comme des scansions de temps. Là, encore Bala avec ce jeu sur la lumière, vibration de la couleur, perte des repères visuels et recherche scientifique sur je n'y connais pas assez pour en dire quoi que ce soit de plus que ça. Ondulation de la lumière, corpuscule ou ondulation, c'est à ces moments-là qu'on est en train de chercher ça. Incapable de vous l'expliquer, mais incapable de voir quel est le rapport. Il y a juste que le phénomène lumineux devient un sujet en soi. Et encore Bala qui fait ces espèces de rythmes qu'il appelle iridescents, c'est-à-dire l'œil a du mal à se fixer pour savoir qu'est-ce qu'il doit voir. Tout ça pour vous dire que on va voir des abstractions en fait. Il n'y a pas de le point commun, c'est ce refus des apparences. Mais c'est une abstraction qui est tellement ouverte
qu'elle est contradictoire. Elle passe par la couleur, elle passe par la ligne. Un monochrome, comme l'a fait Rodchenko hier, cohabiterait mal avec une abstraction à la Kupka, un peu végétale, on pourrait dire. Donc, finalement, ce qui m'intéresserait de décomposer, c'est en se promenant, en regardant ce qui s'est fait autour de nous, dans ces années 1905-1915, voilà. Comment, finalement, cette abstraction est arrivée par plein d'endroits différents, sans avoir de point commun. Et donc, on pourrait dire, il n'y a pas de point commun, il y a des abstractions. Mais elle est devenue quand même une sorte de synonyme de ce qu'est la modernité. Encore aujourd'hui, hein, si on montre quelque chose d'abstrait, ouais, c'est abstrait, c'est moche. Et vous vous rappelez de Kupka, de ses débuts en images figuratives, réalistes, impressionnistes, symbolistes, avec des choses un peu plus bizarres. Ce travail sur la décomposition du mouvement et du temps, qu'on retrouve avec cette barque qui devient dans les touches d'eau des touches de piano, vues du dessus, dessous, voilà, un changement d'axe, cette silhouette du modèle vivant, mais dont on voit aussi que c'est la vibration de la couleur finalement qui intéresse la touche. Elle n'est pas posée correctement, elle bave un peu. Et donc on perd un peu le dessin, c'est ce qui n'est pas facile quand on fait ça. Il faut laisser sécher les couches et revenir dessus en frottouillant par petits jus. D'ailleurs, l'abstraction, c'est ce qui est facile et compliqué. Facile, il n'y a pas de modèle préalable, il n'y a pas de critère qui fait que ça réussirait pas vis-à-vis d'un modèle. Par contre, à chaque instant, chaque touche, tout peut basculer. Donc, il faut continuellement prendre du recul, être attentif à ce qui se passe devant nous, à ce qui est en train de se faire. Et c'est la même chose que ce qu'on a vu avec Duchamp, avec les dadaïstes qui mettent des choses très surprenantes, mais qui donnent la main au spectateur, hein, qui lui donnent la patate chaude, c'est-à-dire c'est à toi de jouer. Voilà, l'artiste est celui qui pose les choses et qui dit à l'œuvre, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je regarde. Est-ce que je rajoute autre chose? Est-ce que je fais en plus, en moins? Donc cette distance qu'il y a par rapport à la réalité devient un enjeu plastique pur. Et ça, c'est un point commun entre toutes ces abstractions. On va voir avec le Bauhaus, c'est ça ma deuxième partie, que dans toutes ces abstractions différentes, elles vont correspondre à un développement industriel du design, de l'architecture, qui fait que ce langage va devenir international parce que ça colle au développement de cette production en série. Et le Bauhaus est l'école qui va fabriquer ça. Donc, des abstractions différentes, un langage commun qui est impossible à définir, mais qui trouve son intérêt et sa pertinence dans le monde industriel et qui donne une architecture internationale et une abstraction internationale, alors qu'elle n'a pas de lieu de pouvoir être définie précisément. Toujours Kupka, parce que je n'avais pas montré qu'il joue avec les dessous. Hein. Vous voyez, une bande avec un brin sur lequel il revient avec un petit gris, c'est à peine frotté, c'est très délicat, très fin. On peut se raccrocher à un petit bout du visage de Madame Kupka parmi les verticales. Ce qui m'intéresse quand je montre Kupka, c'est pas dans les quatre créateurs de l'abstraction, Delaunay, Mondrian, Malevich, Kandinsky, il n'y a pas Kupka. Et d'autorité de moi-même, je l'ajoute comme inventeur de l'abstraction. Parce que je trouve que c'est une abstraction qui est tout à fait variée, en fait. Si on voit des Mondrian, on pourrait être tenté de dire, bon, c'est un peu une répétition, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. On l'a vu de près. Mais chez Kupka, on a un chercheur continuellement qui est très, très peintre. C'est-à-dire, il aime la couleur, il aime les nuances de couleur. Il va s'intéresser au mécanisme de la vision et de la perception. Comment une couleur à côté d'une autre vient nous éblouir. Mais par moments, il va être dans une palette qui est plus tendre, avec une touche un peu plus grasse, qui est un peu plus douce. Par moments, il va être encore plus complexe. On dirait les petits spirographes de Rodchenko d'hier. Voilà. Étude pour une fugue à deux couleurs. Et évidemment, il y a un parallèle dans cette idée d'ondulation et de perception par onde de la lumière et de la couleur, un parallèle avec la musique, avec ce qu'on avait vu chez les symbolistes de correspondance entre les arts, puisque on aura très tôt des compositions musicales avec un orgue à couleur, c'est-à-dire une projection de lumière, de couleurs qui va correspondre à ce que l'on entend. Ça doit me faire penser au petit livre de Gide, d'ailleurs, qui va me revenir. Vous retrouverez une petite dame aveugle qui essaie de trouver les équivalences couleur-musique. Un fantasme qu'on retrouvera chez Kandinsky, bien sûr, dans ses écrits. Un point commun à certains créateurs, Mondrian, Kandinsky, quelque chose qui dépasse la religion. J'en ai pas beaucoup parlé depuis le début, cette idée
d'aller au-delà du christianisme et des repères habituels, judaïsme, pour aller vers une espèce de philosophie un peu mystique, un peu de rapport au monde, qui serait au-delà de simples religions. Voilà, les printemps cosmiques de Kupka, on a quelque chose qui est un peu floral, on pourrait dire un peu comme des pierres, un peu comme de la géologie, qui est en éclatement. Voilà, ce qui est très beau là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de centre tout à fait. Ça part à droite, ça part vers le bas, ça sort en bas à droite, et ça sort vers le haut en étant centré. Et le titre autour d'un point, il y a quelque chose qui exclut le reste, mais le quelque chose n'est pas au milieu. Cette abstraction, moi je vois tout le temps dans ce compliment, on dirait la petite dame qui se penche pour cueillir sa fleur. Là. On dirait que ce rythme-là sur le côté, il l'a repris et qu'il l'a poursuivi longtemps. Là, il y a quelque chose d'ondulatoire dans le temps de dérouler dans Kupka qui est assez varié, qui est un vrai maître de la couleur. Chez Kandinsky, que j'aime moins, je peux le dire rapidement pourquoi, parce que finalement, il part du même processus et j'aime mieux les Kandinsky du début quand il est proche du Blaureiter et des Fauves en Allemagne. Voilà, cette église Saint-Louis à Munich, elle est plus dense, plus dansante en un sens, plus forte. La couleur est puissante, on a des représentations de la ville en plus que je trouve tout à fait passionnantes. Et dans la simplification, j'aime bien le Kandinsky du début de la simplification où on a comme chez Macke, Franz Marc, Die Brücke et des Blaureiter, les mouvements allemands qui correspondent aux fauves en France, cette idée d'aller vers des formes qui soient de plus en plus simplifiées, presque symboliques. Et ensuite, Kandinsky il le raconte dans ses mémoires, mettre une aquarelle à l'envers et en rentrant dans son atelier, découvrir que finalement ça tient à l'envers. Et ce que Kandinsky va dire, c'est que dans Du spirituel dans l'art, qui est un livre qui va énormément compter, il date pas de 89, c'est sa réédition, est beau, ce qui procède d'une nécessité intérieure de l'âme. Il y a donc, dans la façon de le justifier, quelque chose qui n'est pas que formel, ce ne sont pas que des rythmes les uns par rapport aux autres, c'est pour lui une espèce d'expression de l'intériorité. Et je suis tellement aussi à me méfier de cette explication par l'intériorité que, et puis on peut tout à fait soit dire que je trouve ça pas intéressant et le justifier, soit dire que c'est pas intéressant et que j'ai tort, et que justement parce que je vous dis ça, ça vous donne envie d'aller plus loin et de regarder autre chose. L'espace est moins riche pour moi, il est moins varié de couleurs. Ici, plus, voilà, on entre plus dans la profondeur, on a des formes des écritures qui se varient, des façons de faire passer la couleur l'une dans l'autre qui varient, mais un peu, c'est le noir qui donne une force et qui l'aide à faire tenir le tableau. Et puis petit à petit, on a des choses qui sont très très grandes, qui sont très hirsutes. Je suis moins fan, mais on est obligé de dire qu'il y a quelque chose qui est tout à fait pertinent. Voilà, c'est une recherche de forme pour elle-même, de rapport à la couleur pour elle-même qui est passionnante, même quand il s'agit d'être plus géométrique. Voilà, point ligne plan, son livre, il va être en tant que théoricien c'est assez important. Il va laisser les Russes, comme nous hier, pour fuir ce communisme qui arrive vers l'Allemagne. Tout phénomène peut être vécu de deux façons. Ces deux façons ne sont pas liées au phénomène, elles découlent de la nature des phénomènes, extérieurs ou intérieurs. La façon de voir le monde va être une espèce de parallèle entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Et ce qu'il cherche à suggérer ici, c'est un voyage intérieur que le spectateur ferait, si je comprends bien ce qu'il dit. Un autre exemple des proches de Kandinsky entre Allemagne et Russie, Jalansky, que je voudrais vous montrer rapidement, parce qu'il part de quelque chose de figuratif, de portraits qui sont très puissants, qui font penser aux expressionnistes allemands. Une merveille, il va très très fortement simplifier les visages par facettes, à la fois la couleur et à la fois la simplification du masque, qui fait qu'on pense à Émile Nolde, jusqu'à, il nous reste un nez là et puis une bouche, jusqu'à une simplification très forte. On dirait presque un exercice d'art graphique de simplification. Tiens, vous pourriez faire ça. Vous partez d'une image à vous, simplifiez avec un calque, et puis petit à petit, laissez aller les couleurs de plus en plus. On a un visage qui reste présent chez Jalansky longtemps, mais qui n'est plus qu'une trame qui rejoint cette idée d'art ancien, initial, et les enjeux
de croyances au-delà de la religion vont dans ce sens-là. Et puis, il y a une abstraction qu'on va voir arriver qui refuse, qui est complètement moderne et qui fait fi de tout ce qui était passé avant. Une autre abstraction que je n'ai pas montrée, c'est celle de Delaunay, qui va se mesurer à l'objet technique de 1889. Là, on est en 1910. Une tour Eiffel, on la voit presque plus. Il y a encore un peu de pointillés qui traînent. Elle est en train de se basculer. On a une espèce d'après le cubisme qui s'intéresse au rythme de la ville. Un petit chef-d'œuvre qui est grand d'ailleurs, puisqu'il fait 3,26 m sur 2,8 m, qui est au musée d'art moderne, avec tous les éléments de la nouveauté qui fascinaient déjà Douanier Rousseau, les avions, la roue, la tour Eiffel qui reste, le rugby qui vient d'arriver, je vous l'avais dit, fin du 19e siècle, la publicité, une publicité que Delaunay s'amuse à détourner en mettant son propre nom dans l'image. Voilà, des points de vue, les Russes ont parlé d'aéropeinture, des choses qui sont vues du dessus, qui transforment tout. Et puis une dernière chose de Delaunay et de sa femme, qui est une merveille, c'est une illustration de la prose du Transsibérien de Sandra Ars, l'idée de faire un livre qui se déplie, qui est peint et dont les taches de couleur viennent s'immiscer dans le rythme de lecture, la lecture elle-même qui est le récit d'un voyage. Donc l'objet lui-même devient un support, on l'avait vu, mais les artistes jouent avec tous les supports et passent de l'un à l'autre. Le Delaunay, homme et femme, vont basculer sur une abstraction plus visuelle finalement, c'est-à-dire des rapports de couleurs, des rapports de formes simples. On pourrait trouver, voilà, Joie de vivre, ce sont des grands formats qui sont aussi au Musée d'Art moderne. Sonia Delaunay m'intéresse presque plus que Robert pour avoir travaillé sur des costumes et aussi, alors, si on dépasse le fait de l'ouvrage de dame, ce que j'ai essayé de faire régulièrement, la modernité nous fait regarder autrement tout ce qui s'est fait en art mineur, art appliqué, et art très mineur, couture, collage, photomontage. Les tapis et tissus qui sont des recherches de Sonia Delaunay sont tout à fait passionnants. Parce que, bien évidemment, si on faisait une histoire de l'abstraction sérieuse, eh bien, dans des arts d'Amérique du Sud d'avant le XXe siècle, dans des arts d'Afrique, il y a évidemment de l'abstraction. C'est-à-dire ce n'est pas une invention propre à ces années 1915. Pourquoi est-ce que ça arrive à ce moment-là? Je pense avec l'amorce de ce que je vais vous dire juste après, c'est-à-dire que ce monde industriel va utiliser comme un décor à cette vie nouvelle de modernité l'abstraction. Un dernier petit clin d'œil français, parce que quand on est Madame 2, on peut disparaître de l'histoire de l'art. Cette dame s'appelle Sophie Tauber, elle est la femme de Hans Arp, et donc elle s'appelle Sophie Tauber Arp, et elle fait de magnifiques rythmes de couleurs, des recherches pour des tissus qu'elle va utiliser en tapisserie pour un salon de thé de l'Aubette à Strasbourg, qui va être réalisé, qui fait beaucoup penser, voilà, les recherches de couleurs, qui fait beaucoup penser à ce que Mondrian et ses amis vont pouvoir faire après, était reconstitué après avoir été détruit. Vous vous rappelez, en parlant de Mondrian, que sa démarche était d'une simplification radicale de la figuration, donc on part du réel qu'on abandonne petit à petit. On est dans une abstraction qui est à l'opposé de celle de Kandinsky, d'une vibration, ou de celle de Kupka. C'est pas la couleur qui a une pulsation qui vibre, c'est la forme. On pourrait avoir une abstraction presque noir et blanc, géométrique. Voilà son expression dans l'espace. Une abstraction, je pourrais dire, si je joue sur les mots, mais pour simplifier, là, on est dans une abstraction de l'extérieur. Alors que chez Kupka et Kandinsky, une abstraction intérieure, en fait, une espèce de jeu de vibration, ce qu'a dit Kandinsky dans son texte, la connexion qu'il peut y avoir entre intérieur et extérieur. Là, on est dans quelque chose qui peut devenir aussi décoratif. Petite touche de rouge, ici sur les bâtiments de Rietveld qui sont en Hollande, une merveilleuse chose qu'on va retrouver dans l'architecture qui est autour de nous. Hein. La décoration d'une façade par Oud, copain du groupe de Style en Hollande avec Mondrian, se retrouve tel que, on dirait, une toile de Mondrian réalisée en vrai. Le Mondrian en question qui simplifie la couleur, il va y revenir tout doucement. Et le quatrième de la série, Malevich, dont je vous disais hier, quand on aura fait disparaître les coins de nature, les Vénus impudiques, nous verrons Love Picture. C'est-à-dire que ce qu'annonce, moi, c'est celle que je préfère de la période de Malevich, et juste avant le carré blanc que j'aime bien aussi, mais qui finalement est petit quand on le voit en vrai. Je m'attendais à un truc qui prendrait l'espace très fortement. Là, on a une dynamique dans l'espace en avant, en arrière, qui sort du cadre, qui est
très énergique. Et comme je vous l'ai montré hier, un souhait et un souci de comment ça est accroché, comment cette forme simplifiée vit dans l'espace. Je ne vous ai pas parlé de sculpteur, voilà, une tige de Nam Gabo qu'on peut prendre avec ses doigts et faire vibrer. Une sculpture qui bougerait, si vous vous rappelez de cette question que se posait déjà Rodin, c'est-à-dire comment la sculpture qui est lourde et fixe pourrait vibrer, comment elle pourrait jouer donc avec l'espace qui est autour d'elle. Ce qui a intéressé Malevich, que je vous ai montré hier, et Rodchenko, qu'on retrouve au théâtre avec une application dans l'espace beaucoup plus élaborée. Un petit tome rigolo, ça j'aime bien parler de lui, parce que Adolf Loos va être un des architectes qui va énormément systématiser cette recherche sur le simple, sur l'abstraction dans l'architecture. Là, quand on regarde les plans de la Villa Karma, là, on est au rez-de-chaussée, donc on a un carré avec juste un arrondi sur le côté. Hein. Et quand on regarde le rez-de-chaussée premier, on a une circulation qui est très très simple. Ce sont comme des carrés dans des carrés dans des carrés. Le deuxième étage, la coupe. Et quand on regarde l'intérieur, on est sur des choses très 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 simples. Des formes qui sont de la géométrie la plus simple possible, qui va devenir le symbole de ce qu'est la modernité. Hein. Et j'aime Loos pour ça, c'est que je ne sais pas prononcer son nom. Hein. Il est du Nord, il écrit ornement et crime, vous voyez le clin d'œil aux Russes. Qu'est-ce qu'il y écrit? Ça va vous rappeler quelqu'un. Voilà. Je vous dis, en 1931, après avoir écrit ce livre Ornement et crime, un jour viendra où l'ameublement d'une cellule de prison par Van Vel sera considéré comme une aggravation de la sentence. C'est-à-dire l'art nouveau, les fleurs, les tiges, les motifs, les jeux de couleurs. Stop, stop. On fait simple. On fait la forme la plus simple, le matériau le plus simple, on en parlera dans 3-4 séances, le béton, pas d'ornement, là il est abîmé avec le temps, hein. C'est une vue de 1980, il a été rénové depuis. C'est le rythme des formes dans la façade, c'est le rythme des vides, et c'est très beau d'ailleurs cette simplicité, cette façon de décomposer avec presque rien, de jouer avec les fenêtres qui changent de sens, en bandeau d'un côté, les décochements de la façade, on peut avoir très très peu de choses et ça suffit à son bonheur. Celle-là m'amuse beaucoup, c'est sa tombe. Je trouve que voilà un homme qui jusqu'au bout a décidé d'être sobre. Voilà, crime et ornement. On nous a débarrassé de l'ornement et c'est pas plus mal. J'en profite comme un retour en arrière pour vous dire que dans cette période d'avant-guerre et d'après-guerre, il s'est passé quelque chose qui est intéressant et qui mériterait d'être développé, pas par moi, c'est que beaucoup de Français vont aller sur le front et beaucoup de ceux qui restent à peindre loin du front sont étrangers. Le problème va se poser de la même façon avec l'école de Paris qui arrive, pour Picasso, pour Juan Gris et pour Cocteau. Et donc, ces étrangers sont un peu emmerdés parce que Juan Gris écrit à Kahnweiler, qui était le marchand qui a été obligé de fuir. Vous vous doutez pas à quel point les étrangers sont suspects, donc j'aimerais bien que, comme vous êtes allemand, je puisse envoyer un courrier à Madrid et il lui dit je suis embêté parce que je veux pas avoir l'air de vous stigmatiser, mais on a remontré il y a peu, je l'ai vu à Villeurbanne au musée d'art, cette idée que anti-allemande qu'on retrouve assez souvent, hein, la modernité, c'est les gaz asphyxiants, ça fait 40 ans qu'ils nous ont asphyxiés, et qu'est-ce qu'il y a dans les gaz asphyxiants? Schopenhauer, Nietzsche, la bière et un tableau cubiste. Parce que la famille impériale Bosch cubistait. La modernité, c'est ce qui vient de l'étranger et qui vient foutre le bordel dans nos traditions. Et donc, on a toute une part qui est assez taboue de l'art français. Le petit dessin de Picasso représente Guillaume Apollinaire, on ne le mettrait pas dedans, mais il est au cœur de ce livre sur le retour à l'ordre qui va concerner Picasso dans les années 20, c'est-à-dire quelque chose qui redevient plus figuratif au moment où l'abstraction s'impose en Europe partout. Ça, c'est Dufy qui travaille sur des images d'Épinal que voici, des artistes qui s'engagent comme nationalistes pour défendre la patrie. Bourdelle qui va faire des monuments aux morts, l'élève de Rodin, et Cocteau qui est tout à fait ambigu sur le fait qu'on peut écouter Wagner quand même, mais en même temps on n'aime pas trop les Allemands. Voilà, Duchamp-Villon, le frère, qui fait un coq gaulois, c'est-à-dire un mouvement tout doucement que va encadrer
Cocteau est assez malin, il trouve le moment où Apollinaire disparaît et où il va pouvoir. Alors, ces choses un peu plus ambiguës sur les Allemands sont de la période d'avant la modernité, mais Cocteau est quelqu'un qui va être à la fois moderniste et à la fois anti-moderniste. Il y a une espèce d'ambiguïté qui va lui donner du pouvoir assez longtemps. Et ce qui va avec, c'est que le dessin de Picasso, on parle de retour à l'ordre, il revient à un dessin qu'on appelle un gresque, très très simple, pas d'ombre, pas grand-chose, et pour une espèce d'ascèse, en fait. Il n'est plus du tout dans la recherche moderne du cubisme. On bascule sur une autre époque que j'aime beaucoup dans ce tableau de Georges Sebag, qui est le père du Sebag connu de la télé, qui est une Vénus. Vous voyez, c'est la Vénus moderne. En fait, son coquillage, c'est sa serviette, et la modernité est là avec le bateau qui montre l'ensemble. On va le voir juste maintenant, cette idée que l'abstraction s'impose dans le monde international. Le Bauhaus, pourquoi est-ce que c'est un changement? Henri Van Vel, vous vous en souvenez, était le premier professeur. Peter Behrens est en 1907 celui qui amorce le métier de designer. Et voici Gropius qui va devenir le directeur le premier avant Mies van der Rohe et qui annonce dans ce manifeste: formant une corporation d'artisans. Vous vous rappelez que ça avait intéressé ceux qui étaient anti-modernes, c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait une difficulté à faire le lien. Et si on mettait dans une même école des artistes et des gens qui vont vers l'abstraction, c'est pas un hasard, et des artisans, c'est-à-dire des gens qui fabriquent des objets. Architecture, sculpture, peinture, voilà, tout serait ensemble pour une nouvelle fois à venir, qui fait qu'il n'y aurait plus de séparation artiste-artisan. Ça se retrouve concrètement dans ce bâtiment qui est un chef-d'œuvre, un des plus importants bâtiments, le Bauhaus, maison du construire, à Dessau, qu'on peut visiter encore aujourd'hui, qui a été dessiné par Gropius. Très très simple, pas d'ornement, mais en même temps un jeu d'ornement avec les fonctions, avec les balcons. Les maisons des profs existent toujours. Et puis une école dont là on peut savoir qu'il y a une formation, on dirait une école d'art appliqué encore aujourd'hui. Je ne lis pas l'allemand, mais j'ai une idée. On fait une recherche sur l'ensemble des matériaux, et puis en deuxième année, on commence à se spécialiser avant qu'en troisième année, pierre, verre, métal, on soit de plus en plus spécifique. Regardons-le un instant dans encore cette petite merveille de documentaire de Arte. Dessau en Allemagne, à 2 heures en train de Berlin. C'est ici que Walter Gropius construit en 1926 son école supérieure de création, le Bauhaus. Tout a commencé en 1919 à Weimar, dans un édifice public préexistant sans valeur architecturale particulière. Fondé par Gropius, le Bauhaus, qui signifie littéralement l'art de construire, se propose de réconcilier l'art et l'artisanat pour créer une nouvelle esthétique industrielle, ce qu'on appelle le design. Toutes les disciplines sont mises à contribution. Métallurgie, menuiserie, tissage, peinture, mais aussi théâtre et danse. On enseigne la couleur dans des ateliers supervisés par Paul Klee et Vassili Kandinsky. On dessine des appareils électriques et des meubles qui encore aujourd'hui marquent notre quotidien. On tourne des films expérimentaux. On cherche. Voilà. L'affirmation du Bauhaus, c'est ce qui me semble le plus intéressant à vous montrer, vous donner envie d'aller regarder plus loin, mais une ambiguïté presque, on pourrait dire, du Bauhaus, d'être à la fois la modernité et à la fois le rangement des artistes à cette société industrielle de production, en fait. C'est-à-dire d'avoir des conseils artistiques pour construire et pour pouvoir orner plus facilement. Enfin, orner, c'est là où je vais en venir. Quand on doit orner à la main, l'art nouveau, c'est long, c'est encore artisanal. Quand on peut travailler sur des motifs abstraits, ça va beaucoup plus vite. Alors, comment faire de l'abstraction? Je vais vous montrer, c'est très simple. On prend une photo qu'on a dans son stock, une fenêtre, un pavillon musical et puis du public. Et puis, elle s'est mal foutue. Ah, c'est rigolo ça. Elle est passée où? Voilà. Et puis, on la simplifie. Molinagui, vous reconnaissez encore le pavillon, les gens, et puis les axes qu'il a mis. On peut avoir la même chose chez Oscar Schlemmer, un autre prof.
Et encore la même chose chez Georges Muche. Et on peut, à partir d'une image, simplifier. Parce qu'abstraire, c'est un peu ça aussi, même intellectuellement, c'est retirer de la particularité à chaque chose. C'est pas ma femme qui s'appelle Natalia, c'est une femme, c'est l'abstraction. Et la mienne est loin d'être abstraite, ça je vous le garantis. Voilà, un des profs, Johan Itten, costume dessiné par lui, apprentissage de la composition en histoire de l'art, mais apprentissage toujours orienté vers le concret, dessin d'après la danse, recherche sur le corps en mouvement, simplification des formes, danse très présente, avec cours de gym, ça on a plus ça dans les écoles d'art, pas beaucoup, hein, qui vient de l'Allemagne, je vous l'avais dit, le rapport au corps est beaucoup plus fort. L'idée de pouvoir travailler avec les deux mains en symétrie, sans penser, sans réfléchir, laisser dans les cours de Itten le corps qui dessine jouer, en fait, c'est pas qu'une chose de l'esprit. Chez Paul Klee, des recherches sur la couleur, des études de couleurs avec des variations possibles. Ça, c'est la quatrième, c'est la version de Paul Klee avec le pavillon. Des logos. Le logo du Bauhaus, c'est un profil de visage avec une bouche et un menton et un œil. Une recherche d'apprentissage de chez Itten dans la classe qui vient des recherches de Chevreul, des rapports de couleurs complémentaires, comment une couleur va influencer ce qui est autour de nous. Vous vous rappelez, j'avais amorcé les choses avec Joseph Albert, c'est-à-dire comment un carré d'une couleur va donner l'impression qu'il sort, qu'il rentre, qu'il se contracte, qu'il s'exprime. Recherche qu'on va retrouver dans la publicité dans ces années-là, puisque tout le marketing va s'intéresser à ces recherches techniques, finalement. On est à mi-chemin entre l'art, l'industrie et la vente. Mais ce qui intéresse Joseph Albert, c'est que dans cette recherche de couleurs simplifiée, il s'agit aussi de savoir comment on peut exposer le travail, comment il a sa place dans l'espace, comment l'œuvre sort de ce qui est autour de nous. Oskar Schlemmer qui fait dessiner, Molinagui qui est le prof de photo, il fait des photos merveilleuses, c'est-à-dire des objets juste posés sur le papier photo qui sont insolés. Vous voyez, on a des choses qui sont comme si vous mettiez des objets réels sur une photocopieuse. Vous regardez ce que ça fait, vous composez avec des éléments, vous êtes plutôt dans l'expérimentation. Vous pouvez retravailler avec de la typo par-dessus. Vous pouvez retravailler avec des ombres, avec des formes simplifiées. C'est très beau, c'est très simple aussi. Des recherches sur les costumes, des recherches sur la typo et sur le jeu de typo qu'on avait déjà vu chez les dadaïstes, je l'admire beaucoup, et chez les futuristes, mais dans l'école du Bauhaus, c'est une des plus importantes, je trouve. Voilà, des typos qui sont complètement inventés, le Brauer qu'on retrouve là. Des recherches sur les objets et sur le verre, sur des nouveaux matériaux, sur le tissage, et on a un regard un peu nouveau sur l'école du Bauhaus, parce qu'il y avait plutôt des femmes qui étaient profs et plutôt des élèves femmes dans la partie tissage. Elle est beaucoup moins montrée dans l'histoire de l'art. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait gaffe que les filles étaient un peu exclues du système, alors que là, on a des choses qui sont des merveilles et qui pourraient faire penser, il y a une histoire à faire, hein, les historiens de l'art récent reparlent de ce rapport à des choses anciennes d'Amérique du Sud. Voilà, des recherches d'étudiants, voici, de matériaux, scie, métal, verre, bois, comment on peut trouver des rythmes, comment on peut chercher quelque chose qui soit un peu cinétique, c'est-à-dire qui bouge quand on le regarde. Ça donne des pistes pour travailler en troisième, quatrième année sur des objets. Voilà un des chefs-d'œuvre du prof Marcel Brauer qui s'appelle Vassili à cause de Kandinsky. Toile, tube, que des matériaux qui viennent du monde industriel. Et ça n'a pas bougé, hein. Enfin, ça n'a pas vieilli. Même chose avec Stam qui est autour de cette. Informé par Mies van der Rohe, le second directeur de la technique de l'acier cintré, que Brauer avait mis en place, c'est-à-dire c'est presque qu'une seule pièce de métal. Ça fout la trouille la première fois qu'on s'assoit dessus, hein, quand même, parce que c'est dans le vide. Et si vous regardez, ça commence à faire des liens. Qui édite le truc? Tenay, celui qui avait fait la première chaise avec catalogue. Des boules à thé, des chaises, des lampes, un chef-d'œuvre aussi de Wagenfield qui sait travailler la lumière. Chef-d'œuvre parce que les petites lignes, la petite boule, c'est la matière qui donne la couleur. Il n'y a plus d'ornement, c'est le matériau lui-même qui devient l'ornement, plus facile à fabriquer. Oskar Schlemmer qui va en danse chercher des costumes, travailler dans l'espace pour trouver des costumes. Voilà des costumes qui va
utilisé dans des chorégraphies de danse. Et si ça vous fait penser à quelqu'un, voilà les recherches avant et après, des recherches sur l'anthropologie, sur la façon dont le corps se tient, qui vont marquer l'histoire de la danse. Si ça vous fait penser à des gens, voilà, l'étude de l'étude anthropomorphe, c'est-à-dire que de décomposition du mouvement, si ça vous fait penser à des choses, c'est qu'ils vont également rechercher comment on peut projeter de la lumière, comment on peut jouer avec ces décors de lumière, avec les ombres. Celui qui sera tout à fait fasciné par ça, on peut danser avec des grandes tiges de bois, ce qui donne des difficultés sans doute pour les danseurs, mais des images graphiques très très puissantes. Si ça vous fait penser à ça, c'est-à-dire les JO d'Albertville de Decoufflé, c'est normal. Cette abstraction, cette simplification, les outils que donne le Bauhaus sont une révolution qui se retrouve partout. Conclusion en 4 minutes. Cette abstraction qui avait deux grandes familles, si on veut dire intérieur-extérieur, si je peux dire un truc aussi simple que ça, c'est pas évident. Mais cette abstraction qui se prolonge encore aujourd'hui, qui n'est pas une école, qui n'est pas choisie. On peut faire un parallèle avec cette société industrielle qui, dans les années 1830, voici les serres du jardin des plantes, et techniques de travail petits morceaux associés et préfabriqués qu'on va boulonner et redévelopper pour cette première architecture de verre et de métal en 1850 à Londres, lors de l'expo universelle bâtiment détruit, mais qui est une merveille, qui va influencer l'architecture de métal qui s'est développée, je l'ai raconté, dans les années 1850-1900, on va dire, dans toute l'Europe, les pavillons Baltard. Qu'est-ce qui se passe de particulier à Chicago? C'est le petit et très mignon livre que vous trouverez facilement en bibliothèque, La ville à petits pas. Je lui pique une de ces images parce que ces petites souris sont trop drôles. Chicago était construit en bois et il brûle. Tout est brûlé. Et donc, il s'agit de reconstruire vite. Et on est en 1871 et on va reconstruire facilement métal de structure pour monter très haut. Voilà. Sullivan est le premier qui fabrique, on est en 1899-1905, les premiers gratte-ciel. Il nous fallait pas seulement du préfabriqué construit industriellement, il nous fallait aussi une invention qui s'appelle l'ascenseur, qui aide à fabriquer des objets plus simples. Louis Sullivan écrit en 1892, je dirais que c'est grandement pour notre bien esthétique si nous pouvions nous passer totalement de l'ornement. Pendant un certain nombre d'années, de façon qu'on puisse se concentrer sur la forme nue, rien de plus. Un certain nombre d'années, on dirait un traitement de médecin, j'aime bien ça. Nous devrions nous forcer à éviter de nombreuses choses indésirables. Et puis, bien sûr, le lien à la santé, il faudrait que ce soit simple, il faudrait que ce soit pas lourd, il faudrait que et il faut reconnaître que quasiment en même temps que ça, on a inauguré l'Opéra Garnier quand même, 1865. Donc on est 30 ans après. Là, l'ornement a presque disparu, il est encore présent, arrondi, petite. Il y a des petits clins d'œil. Hein. On bascule pas dans un monde nouveau tout à fait d'un seul coup. Il y a que les Russes qui font ça, qui sont virulents. Des petites colonnades sur le haut pour rassurer, d'un petit fronton, ça rappelle un peu une structure. Et puis l'ensemble fait encore penser à une espèce de temple avec une séparation régulière. Là, j'ai glissé la gare d'Orsay, le Grand Palais, qui montre qu'en France, on prend un coup de retard, hein, et pas qu'un petit. Parce que là, on commence à construire de façon industrielle, voilà, le Flatiron, le fer à repasser, dont on a quelques ondulations un petit peu sur la façade. Hein. Regardez, là aussi, il y a des émissions d'architecture merveilleuses sur ça. Mais on est dans quelque chose qui est le plus simple possible. On le retrouve dans ce merveilleux film, c'est le pendant de L'homme à la caméra, Berlin, symphonie d'une grande ville, dont on retrouve ce système de collage. La ville moderne, active, devient un sujet pour le cinéma allemand notamment, russe aussi. Un petit clin d'œil, voilà, nous on va rester dans ce qu'on va appeler art déco, je vais y venir, le voilà. L'art déco, c'est un peu l'art abstrait, géométrique pour les riches, pour le bon goût riche, qui donne des merveilles. Hein. Jacques Ruhlmann, c'est ébène de Madagascar, ivoire et amarante. Hein. On voit bien que c'est encore lié à cette richesse coloniale qu'on veut valoriser. Pas encore complètement basculé, voilà encore Jacques Ruhlmann, pas basculé vraiment dans la modernité qui est en train d'arriver aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis sont en train de prendre la main doucement. On est encore dans de l'artisanat, dans des pièces qui sont faites à la main, qui sont très longues, très coûteuses, avec des matériaux qui sont très beaux. Alors que là, on est en Russie, le Leica, c'est aussi une construction industrielle qui va permettre d'avoir des choses plus légères, qui se vendent plus vite, qu'on peut utiliser de façon plus rapide.
Voilà, le design, c'est une production en masse de choses que vous reconnaissez, 28, 27, des lampes de bureau qu'on pourrait reconnaître encore aujourd'hui. Allez vite, ça intéressait Duchamp. Le grand Ladoumègue, on est encore fasciné. Voilà le musée des années 30 avec cet arbre des frères Martel qui est une merveille. Vous pouvez vous balader à Étampes. Il y a toute cette série de murs des années 30 aussi, de l'exposition des Arts Déco 24. Voilà, Pompon, c'est notre modernité française, c'est-à-dire une simplification Art Déco Zadkine, une simplification de bon goût. Voilà, le merveilleux parc Boussard qui est à l'Hardy, puisque vous n'avez pas le droit de sortir et que c'est à côté de Bourret, vous pouvez aller avec une petite photo satellite. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Il date des années 24, hein, on l'a entretenu depuis, c'est complètement gratuit, tout petit, c'est une merveille. Ce qui se passe en France, c'est qu'on continue à être dans une espèce d'adaptation de cette abstraction aux arts décoratifs, élégance, simplicité, verre, métal, ça vient un peu des arts de l'art nouveau. On va le codifier de plus en plus. Vous voyez, ce concours d'élégance pris en photo par l'Arctique, c'est aussi l'occasion de voir que la voiture a été peinte par Sonia Delaunay. Le métal avec Herbst et Mallet Stevens, voilà la chaise qui ne s'est pas démodée du tout. Le même Mallet Stevens qui signe les décors de l'Inhumaine, ça aussi, regardez ça, de Martial Lerbet, le décor de Fernand Léger aussi, des sortes de cubes, c'est une abstraction qui est de bon ton finalement, une merveille, les décors, lumière, l'ensemble. Moi j'aime beaucoup, alors c'est ce que je voulais dire par là, c'est que l'abstraction devient un langage international de simplicité. Ça, on dirait des dessins de Hergé, presque une ligne claire. C'est des dessins de Mallet Stevens de 1924. Grande élégance, grande simplicité, si vous connaissez la BD Johann Svart, qui fait des choses merveilleuses comme ça avec presque rien. Serge Clair, qu'on connaît moins. La Villa Cavrois de Mallet Stevens dans le Nord, qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps. Les gratte-ciels de Villeurbanne. Voilà, notre modernité française, elle est dans cette façon de transformer en décor l'abstraction, de garder ça comme un motif décoratif, alors que l'abstraction qui se crée, voici Mies van der Rohe et le merveilleux palais de Barcelone. L'abstraction en question, c'est de moins en moins de formes, de moins en moins de supports. La fonction seulement. Pas d'ornement. Vous voyez comment la Villa Cavrois, la maison en verre de Pierre Charot, c'était encore de l'ornement. Et le chef-d'œuvre de 1950 de Mies van der Rohe, qui va me servir de conclusion, c'est que le building est encore, le Seagram Building est encore sur des pieds pour un peu surélevé et qu'il n'ait pas l'air d'être une masse, mais c'est le décor lui-même, c'est la trame. Il n'y a plus de décor, il n'y a plus d'ornement, l'abstraction a gagné et elle donne son rythme et ce nouveau langage qui va devenir international. À demain.